Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Inquiesta. En 2050, la Corse aura un climat similaire à celui de Tunis en Afrique. Les températures augmentent déjà de 2 à 4 degrés selon les scénarios envisagés dans les 80 ans à venir. Les phénomènes de sécheresse et de canicule se multiplient, la fonte du manteau neigeux, la montée des mers et des océans s'accélèrent du fait du réchauffement climatique lié pour la quasi-totalité des scientifiques à l'activité de l'homme. Le changement climatique, c'est maintenant et ça a même commencé depuis plusieurs décennies. En 2015, l'accord de Paris a été conclu lors de la COP21 entre 195 pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et contenir le réchauffement. Mais depuis, les États-Unis de Donald Trump ont décidé de se retirer. Tout cela est encore en négociation. On évoquera ici les conséquences déjà visibles en Corse, notamment sur l'activité économique, la ressource en eau, l'écosystème. Mais on verra aussi de quelle manière on peut tenter de gagner ce combat en changeant les usages et les mentalités. Et ce que l'on attend aussi du pré-rapport, le 6e rapport des experts intergouvernementaux du GIEC qui ont été mandatés sur la question. Pour en parler ce soir sur ce plateau, j'accueille 3 invités. Antoine Orsini, Bonazère, vous êtes hydrobiologiste, maître de conférence à l'Université de Corse. Merci d'être avec nous. Bonsoir. À vos côtés, Gérard Perjean, professeur également à l'Université de Corse, responsable de l'équipe écosystème littoraux, Bonazère. Bonsoir. Et Xavier Luciani, président de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse. Bonsoir. Bonjour à tous. Membre du conseil exécutif. Solange Graziani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 3 Corse. Vous avez réalisé un reportage qu'on va découvrir tout de suite sur les effets du changement climatique, déjà bien visible en Corse. Tempouchem, ou Dieu nome d'Isturibourg. Il est signé Solange Graziani, Christian Giuliano. On se retrouve tout de suite après pour le débat sur un montage de Joseph Yanko. Le temps presse. La quantité de gaz à effet de serre continue d'augmenter. Sous leur action, la planète se réchauffe. La température va grimper de 4 degrés dans 80 ans. Autant dire demain. J'espère juste que les décisions politiques vont suivre derrière. Oui, quelque part, c'est une urgence. Une canicule entre 2050 et 2100, oui, je n'ose même pas l'imaginer, quoi. Voilà, on aura des températures très, très élevées, maximales et minimales, quoi. Une eau à 27 degrés à 1700 mètres d'altitude. Moi, si je ne l'avais pas vu sur une des sondes qu'on a installées, je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru. C'est inimaginable. C'est une boucle malfaisante qui fait que plus on a de feu, plus ça va se réchauffer, plus ça va se réchauffer, plus on aura de feu. On n'a jamais vu ça. Le niveau du puits aussi bas et surtout la rivière sèche 8 mois par an minimum, quoi. La production s'est écroulée en 2017. Donc ça veut dire qu'on est confronté à une mutation très grave, avec des conséquences très lourdes. Actuellement, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Oui, nous sommes au bord de la 6e extraction de masse, oui. Les prémices du dérèglement climatique, nous les vivons déjà aujourd'hui. Nous sommes au centre régional sud-est de Météo France. Derrière ces murs, des ingénieurs étudient le climat en remontant jusqu'à 800 000 ans. Pour l'instant, l'humanité est en train de réaliser le pire scénario établi par le GIEC, groupe d'experts international qui analyse l'évolution du climat. Nos émissions de gaz à effet de serre n'ont pas cessé d'augmenter depuis le début de l'ère industrielle, il y a 150 ans. Résultat, la température va faire un bond de 4 degrés en moyenne à l'échelle planétaire à la fin de ce siècle. Et on voit bien les variations du CO2 avec son cycle lors des périodes glaciaires et interglaciaires notamment. Et on voit que ces variations sur 800 000 ans n'ont jamais passé un seuil ici que l'on a dépassé sur le siècle passé. Et aujourd'hui, que l'on dépasse largement, on a 40% de dioxyde de carbone en plus dans l'atmosphère depuis l'ère pré-industrielle. Et l'augmentation se poursuit. Donc on est sur un scénario plutôt d'augmentation du dioxyde de carbone et donc d'augmentation de température. Une année sur deux, on aura ça en 2070.
2050 même, je pense. Et peut-être qu'il fera 50 degrés à l'ombre. Les zones méditerranéennes, y compris la Corse, feront partie des territoires les plus impactés par le dérèglement climatique. Dans la projection donc 2085, donc le scénario lointain, toujours le scénario le pire, il y aura une augmentation de journées estivales, donc des températures maximales supérieures à 25 degrés, de 30 à 40 jours sur l'ensemble de la Corse. Et ce qui a aussi pour conséquence, notamment en haute montagne, où on passera de 0 à 25 jours de journée estivale. Mais journée estivale, pour vous, ça veut dire quoi? Journée estivale, ça veut dire température maximale supérieure à 25 degrés. Donc en haut des sommets, on pourrait avoir 25 degrés Oui, on peut imaginer, ouais. Cette tendance est déjà visible aujourd'hui. Depuis une quarantaine d'années, la température a augmenté en moyenne d'1 degré sur Bastia, 1,5 degré sur Ajaccio et 2 degrés dans le centre corse. Le climat de notre île se rapproche de celui du Maghreb. Et c'est encore en altitude que le phénomène est le plus extrême. Les scientifiques de l'université de Corte remarquent une migration des invertébrés du bas des rivières vers les hauteurs, là où les eaux sont plus froides. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cours d'eau de montagne, ils sont très sensibles parce que pourquoi ? Dans toutes ces petites bêtes, on a beaucoup d'espèces endémiques, des espèces qu'on trouve qu'en Corse. Donc aujourd'hui, à cause du dérèglement climatique, on a ce qu'on appelle les têtes de bassin, c'est-à-dire le haut des rivières, qui est particulièrement sensible et qui regroupe, ça devient l'arche de Noé des cours d'eau, c'est en altitude. Ces invertébrés doivent s'adapter aux crues et aux périodes de sécheresse. Là, c'est probablement août ou septembre, parfois même octobre. On a du mal à voir la rivière, il faut ouvrir l'œil, elle est là sous les arbres, sous les aulnes. Et puis voilà ce que ça donne quelques semaines après. Donc le dérèglement climatique, c'est ça, ce sont les événements extrêmes. La chaîne alimentaire est impactée. Il y a 20 ans, les hydrobiologistes capturaient 1700 alevins de truites sur 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, 2/3 d'entre eux ont disparu. L'eau de nos rivières est devenue trop chaude. Aujourd'hui, la température dépasse 25 degrés à 1743 mètres d'altitude. C'est une température de piscine. Monstrueux. Ces pics de chaleur, combinés à la sécheresse des végétaux, favorisent les grands incendies car ces feux émettent du carbone en haute altitude, là où s'accumulent les gaz à effet de serre. Les chercheurs de l'université de Corte tentent de quantifier ce phénomène pour raffiner les projections du dérèglement climatique. Le phénomène, c'est un phénomène d'emballement, dire plus il fait chaud, plus la végétation est sèche, et donc plus les incendies vont être grands et puissants et vont injecter du gaz en haute atmosphère. Si on augmente les températures, on va avoir une végétation plus sèche et donc forcément plus d'incendies. Il y a des incendies aujourd'hui qui arrivent il y a des incendies, des feux de forêt même en Suisse, ce qui n'existait pas avant. Il y a des feux de forêt en Allemagne. Un autre phénomène menace l'environnement et l'humanité. C'est la disparition progressive des insectes. C'est aussi le constat fait par cette entomologiste. Elle nous explique que ce papillon pollinisateur est menacé d'extinction. Le milieu naturel ne lui offre plus assez d'humidité. Les abeilles sont aussi en péril. Le changement climatique se traduit par une baisse de la pluviosité. Vous savez que les plantes ont besoin d'eau pour faire leur cycle, pour fleurir notamment, et ce sont les fleurs qui intéressent les abeilles. Donc on a des problèmes de sécheresse, on a eu des problèmes même de printemps extrêmement pluvieux. Donc, du coup, c'est le problème inverse. Là, il y a trop d'eau. Et en fait, tous ces dérèglements, en quelque sorte, posent vraiment de gros problèmes pour les pollinisateurs en général et pour l'abeille corse en particulier. On a des gros problèmes sur la conservation de l'abeille et les ruchers corses sont en proie à beaucoup de difficultés. Si la plante évolue plus vite que l'insecte ou l'insecte plus vite que la plante, à un moment donné, on va casser un équilibre. Et c'est cette question-là qui pose problème. Ça et aussi les quantités, parce que pour qu'une pollinisation soit efficace, il faut qu'il y ait beaucoup d'individus. Même si l'espèce en elle-même ne disparaît pas, s'il y a une diminution drastique du nombre d'individus, on peut s'attendre aussi à des conséquences. Et il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de choses qui dépendent de la pollinisation. On ne peut pas survivre sans la pollinisation. Problème de pollinisation dans les cultures, manque d'eau, les agriculteurs de notre île commencent à s'adapter au changement climatique.
Cet agrumiculteur de la plaine orientale abandonne ses plants de kiwi, trop consommateurs en eau, pour se concentrer sur ses hectares de clémentiniers. Dans toutes les nouvelles plantations que je fais, je regarde à économiser l'eau. Ce qu'on ne faisait pas il y a 10 ans quand on plantait des arbres. On ne pensait pas du tout à mettre un arbre, à penser au système d'irrigation qui allait moins économiser, pour faire des économies d'eau. On plantait des agrumes, on mettait de l'aspersion, ce qui est bien dans un sens, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on doit mettre de l'aspersion, du micro-jet ou goutte à goutte? Pas seulement en se disant c'est sûr l'aspersion c'est bien pour telle raison, mais surtout c'est le gaspillage d'eau. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme irrigation? Qu'on ne se posait pas cette question il y a 10 ans. Et pour mieux gérer l'eau, plusieurs agriculteurs de la région se sont équipés de sondes reliées par satellite. L'avantage des sondes comme ça à Gralis, c'est que celles sont plus grandes, elles vont plus loin en profondeur. Et on a tous les 5 cm, nous avons une donnée dans le sol de voir le taux d'humidité, si c'est trop sec en surface ou en profondeur. Nous avons différentes barèmes. Grâce à cette sonde, depuis son ordinateur, cet agriculteur peut contrôler parfaitement l'arrosage. Donc ça, c'est à peu près l'année dernière les temps d'irrigation, les courbes. Dès qu'on descend, on arrose pour remonter, bien entendu, pour pas que l'arbre se retrouve en situation de stress et ni en situation de stress. S'il n'a pas d'eau, il est en stress. S'il a trop d'eau, il est en stress. Les méthodes culturales vont également changer en viticulture. L'année dernière, sur plusieurs exploitations, un fort ensoleillement a brûlé une partie des raisins. Ce vigneron de Balagne a perdu la moitié de sa production l'année dernière en raison de ce phénomène. Très probablement, dans les années à venir, il faudra protéger le raisin qui est dans cette zone ici. Le protéger de quelle manière? En faisant en sorte que les branches de vigne vont passer au-dessus de ce fil-là et retomber, créant ainsi une voûte foliaire. Voilà. Et donc un barrage au rayonnement solaire qui vient toucher les grappes de raisin. Mais ça ne suffira pas. Il faudra arroser les pieds de vigne, ce qui était impensable il y a quelques années. On est confronté à un environnement qui nous impose un changement complet de lecture, de méthode de travail. Donc effectivement, ça c'est inquiétant et à la fois ça nous oblige à réagir de manière très volontaire, je dirais. Tous les modes de production sont à revoir, y compris dans l'élevage. L'été dernier, cet éleveur du Courtenay a arrosé ses prairies jusqu'en novembre. Il a dû, comme d'autres professionnels, acheter du fourrage en grande quantité. De mars à novembre, il n'a pratiquement pas plu. Quelques coups de flotte, mais je veux dire très très sec. Une année, ça fait 30 ans que je fais ça, j'ai jamais eu une année comme ça. Une sécheresse d'une durée aussi longue, presque 8 mois, c'est pas mal. Ben, si ça continue à cette allure-là, avec des sécheresses très prononcées, ça va être très très compliqué pour l'élevage. Enfin, du moins le type d'élevage qu'on connaît maintenant. Il y aura peut-être des moyens de s'adapter ou je sais pas quoi, mais l'élevage tel qu'on le pratique maintenant, il sera forcément chamboulé. Ce vétérinaire du centre corse partage cet avis. Il suit les troupeaux tout au long de l'année. Moi, je pense que l'évolution, ça va être des cheptels beaucoup plus petits, réduits, donc plus de gros cheptels, pour pouvoir donc soulager les terrains et nourrir de meilleure manière les animaux. Et un jour ou l'autre, s'il ne pleut plus, mais on peut avoir tous les réseaux d'irrigation. S'il n'y a plus d'eau, on pourra irriguer. Donc il faudra repenser l'élevage, justement, et apprendre à travailler avec ce qu'on appelle sans eau, à sec. Voilà. Avec le réchauffement climatique, la problématique sanitaire devient plus complexe. En Corse, les autorités redoutent l'apparition de pathologies tropicales, telles que la maladie du Rift, qui s'attaque aux animaux ruminants. C'est une maladie virale et principalement transmise par les moustiques. Alors sur le bétail, ça donne des fièvres hémorragiques, donc voilà. Du moins ce qu'ils ont décrit dans la maladie du Rift, c'est-à-dire la Somalie et le Kenya. Et aussi, on a des cas de symptômes nerveux chez l'homme, donc toujours le virus transmis par le moustique. Voilà. Donc c'est à surveiller parce qu'on ne sait jamais si ça arrive dans une population, comme on appelle une population naïve, c'est-à-dire qui n'est pas habituée à ce type de virus, ça peut être assez grave, quoi. Pour lutter contre les maladies, la démoustication reste un moyen d'action majeur. Car depuis mai 2017, 60 cas de dengue ont été importés en France par des voyageurs. En revanche, un habitant du Sud-Est a contracté le chikungunya sans bouger de chez lui, dans le Var.
Bon, on n'est pas encore à l'épidémie, puisque tout de suite on agit, il y a vraiment une surveillance et une action immédiate sur ces maladies. Mais des cas autochtones, on en aura quelques-uns. Peut-être pas chaque année, mais c'est le risque, oui. Ça va devenir une maladie courante finalement chez nous en été. L'accès à l'eau et sa potabilité reste également un enjeu sanitaire majeur. C'est le grand défi du XXIe siècle. Et dans le Cap-Corse, où l'été, une partie de la population connaît régulièrement des restrictions d'eau, on prend ce sujet très au sérieux. Lors des périodes de sécheresse, à Cagnano, les habitants ont chaque fois l'impression de frôler la catastrophe. On a été obligé, une semaine au mois de juillet et 3 semaines au mois d'août, de faire des coupures tous les soirs pratiquement de 21h à 8h du matin, avec tout ce que ça implique, de stress, etc. Voilà. En été, la pression démographique est plus importante. À ce problème s'ajoute la vétusté des infrastructures du village. C'est des réservoirs en béton qui n'ont aucun habillage, si ce n'est végétal autour, quoi. Qui sont exposés en plein soleil. Et au mois d'août et au mois de juillet, au vu des analyses de l'ARS, on arrive à des températures d'eau qui dépassent les 28 degrés, avec au niveau bactériologique tous les problèmes que ça entraîne. Voilà. Et souvent l'été, l'eau n'est pas potable, mais bon, on prend les arrêtés en conséquence et on prévient la population. 20 km plus loin, la commune de Roliane dispose du réservoir d'eau le plus grand du Cap, avec une capacité de 50 000 m3. Malgré cet ouvrage, la perspective d'une pénurie d'eau donne des sueurs froides aux habitants. En 2002, la commune avait installé en catastrophe une unité de dessalement de l'eau de mer. L'eau était traitée, était balancée sur les réseaux qui se trouvent dans la commune et qui se trouvent à cet endroit à une vingtaine de mètres. Ça allait directement sur les réseaux communaux qui alimentaient ensuite le stockage. Cette fois, la commune envisage l'installation d'une unité pérenne. Sans eau, nos jeunes chez nous qui sont installés, qui ont des commerces, des hôtels, des restaurants, des snacks, des paillotes et tout ce que vous voulez, aujourd'hui, sans touristes, sans une de bonne saison, ils peuvent fermer les portes. Les unités de dessalement ont eu des effets désastreux sur le milieu marin. En haute altitude, l'atmosphère reste saturée en gaz à effet de serre, dont certains ne disparaîtront pas avant des milliers d'années. Ce qu'il faut à tout prix, c'est changer notre mode de vie et nos mentalités. Si nous ne le faisons pas de manière volontaire, nous y serons contraints. Voilà pour ce reportage signé Solange Graziani et Christian Giuliano. Alors Antoine Orsini, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien, rappelez-nous ce qu'est l'effet de serre. L'effet de serre, c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire le soleil chauffe la terre et cette chaleur, elle peut ou pas repartir de la Terre. Alors s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre, s'il n'y avait pas cet effet de serre sur la planète, il ferait moins 18 degrés. Donc aujourd'hui, il y a des gaz qui forment une espèce de parapluie, qui forment une espèce de serre, et ces gaz permettent de maintenir une certaine température. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gaz à effet de serre, des quantités tellement importantes, que toute cette chaleur est emmagasinée par la planète. Alors les gaz, on a parlé dans votre reportage du CO2, du dioxyde de carbone, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre, le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Mais globalement, aujourd'hui, le principal gaz qui est surveillé et qu'il faut limiter, c'est le CO2 qui provient essentiellement des énergies fossiles. Et c'est l'activité de l'homme, Gérard Perjean, qui produit ce phénomène. Je dirais, à part encore quelques climato-sceptiques, on peut dire que c'est absolument certain. Même le GIEC annonce alors le GIEC, c'est le groupe, on l'a indiqué, intergouvernemental sur l'étude du climat, globalement assure que pratiquement à 98%, ils sont sûrs que c'est lié à l'action de l'homme. Alors il n'y a pas que l'action de l'homme, il y a d'autres effets qui sont responsables de ces gaz, mais il y a une amplification depuis le début de l'ère industrielle qui commence aujourd'hui à se faire ressentir.
Alors on parle de 2-4 degrés. Est-ce qu'on ne dramatise pas un petit peu? C'est ce qu'on entend souvent dans la rue quand on a des climato-sceptiques justement en face à nous. Est-ce qu'on ne dramatise pas un petit peu ce constat, Antoine Orsi? Non. Alors, moi, pour ne pas dramatiser, je préfère pas parler de 2050 et de 2100, mais de dire voilà ce qui se passe en Corse depuis le début des années 80. Donc on voit déjà l'augmentation de la température. Dans votre reportage, il est clair. On voit déjà des problèmes de manque d'eau dans des villages de l'intérieur, ou après même, on pourrait parler d'eau souterraine sur les communes touristiques, où ça pose aujourd'hui de vrais problèmes, un vrai problème de société. Mais c'est déjà aujourd'hui. Alors parler de 2-4 degrés, on est plutôt sur cette tendance-là. Hein, c'est clair. Hein, les chercheurs qui travaillent sur cette problématique, aujourd'hui, c'est clair. Alors après, on pourrait dire la COP 21 qui a dit on limite à 2 degrés, c'est de l'affichage, entre guillemets. C'est déjà trop tard. C'est une prise. Alors, pas trop tard. Moi, je ne veux pas être trop pessimiste parce qu'on dit toujours que je noircis toujours le tableau. Non, je pense que pour pas faire déjà une conclusion en début d'émission, c'est de dire bon, on va se donner la main quand on verra. Quand l'AIMA-URNR, comme on dit en Corse, quand vraiment les jeunes auraient dit quand on va voir les rats. Donc quand on va voir les rats, on se donnera par la main les scientifiques, les politiques, et on trouvera des solutions, parce qu'il y a des solutions. Alors Xavier Luciani, on sait très bien que le déficit hydrique, vous êtes au plein cœur de la problématique, c'est déjà une problématique. Vous avez un service qui surveille tout ça également. Vous prenez en compte de quelle manière le changement climatique à l'Office de l'hydraulique de la Corse? Disons qu'il y a plusieurs aspects dans la problématique. L'une, vous la citez, c'est le service d'hydroclimatologie, donc qui est un peu le service anticipateur, puisqu'il contrôle les débits des rivières, à peu près 20 gros cours d'eau corse aujourd'hui, avec un historique bien sûr qui a été évoqué dans le reportage, un historique à 30 ans, et on se rend compte, pour rejoindre ce que disait Antoine Orsi, qu'il y a quand même en 30 ans, les principaux cours d'eau de Corse ont baissé, ils ont tarif à peu près de 18%. Et on va vers une progression, si j'ose dire, de cette raréfaction qui va toucher à 30 ans, 40 ans, des 40%. C'est-à-dire qu'en gros, on va se retrouver dans une situation de tarissement généralisé qui nous pose déjà, et je rejoins les scientifiques, le problème déjà aujourd'hui. Moi, je regrette une seule chose, c'est que ce que l'on dit aujourd'hui en termes de constat, on aurait pu l'anticiper. Or, on ne l'a pas fait. Et je parle aussi pour les politiques. Alors, je ne veux pas faire de procès à mes prédécesseurs, mais je crois qu'il y a déjà 30 ans de ça, il y avait des signes avant-coureurs de ce réchauffement climatique, ils n'ont pas pris en compte, qui n'ont pas été pris en compte. Alors, au-delà, bien sûr, du service d'hydroclimatologie, on a un service ingénierie et un service d'exploitation qui, aujourd'hui, sont sur le pont. Constamment. Pourquoi? Donc on verra les projets d'ouvrage. Antoine Orsi, sur la pluviométrie, que prévoient les scientifiques en 2100, à la fin du siècle? Les climatologues disent le signal n'est pas clair avec la pluviométrie. C'est-à-dire, comme on a une courbe d'augmentation de la température, on n'a pas une courbe de diminution. Néanmoins, on s'aperçoit d'une chose. Il y a 20 ans, on avait une année sur 5 de sécheresse. Aujourd'hui, on a une année sur 2. C'est-à-dire sur 20 ans, on a 10 ans de sécheresse. Voilà, le signal, il est là. Néanmoins, j'aime parler de conditions extrêmes, d'événements extrêmes, parce qu'aujourd'hui, il pleut beaucoup et il ne pleut pas pendant 6 mois. Voilà. Donc après, c'est vrai que lorsqu'on globalise sur une année, le signal n'est pas clair. Par contre, lorsqu'on regarde la saisonnalité, on s'aperçoit de plus en plus qu'on a des événements extrêmes. Température élevée, température basse, beaucoup d'eau, pas d'eau. Ce que disait Xavier Luciani, la période d'étiage notamment du Tavignano, la période où il est le plus bas, est passée de 3 à 5 mois, et ça date, vous nous confirmez bien, des années 80. 84. Alors 5 mois, et si on regarde les 3 dernières années, c'est passé à 7 mois. Donc nous, on fait des moyennes sur 20 à 30 ans pour que le modèle soit entre guillemets solide. Bon, là, si on regarde les 3 dernières années, alors moi, je ne fais pas une moyenne sur 3 années, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça s'est passé déjà à 7 mois. Alors on fera la moyenne dans 10 ans. Donc de grosses pluies en décembre. Alors un autre problème qui se pose, c'est celui du ruissellement, c'est-à-dire que ça ne pénètre pas dans les terres, Gérard Perjean, l'eau ne bénéficie pas à la nature de la même manière. Et puis il n'y a plus de sources peut-être aussi, il y a une disparition des sources dans les villages. Je dirais qu'il y a plusieurs problèmes. Par rapport à l'aspect terrestre, effectivement, il y a le brenet phréatique, il y a le problème de la dispersion de cette eau, mais il y a aussi tout ce qui arrive en milieu marin. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple des sédiments qui étaient emmenés par les rivières, qui permettaient d'engraisser nos plages, si je peux dire, il en arrive moins. Il n'y a plus ces effets de chasse, ces apports, et donc ça renforce les problèmes liés, je veux dire, à l'érosion des plages,
qui se conjugue en plus avec l'élévation du niveau de la mer, les événements extrêmes dont parlait Antoine tout à l'heure. Au mois de janvier, on a eu 225 km de vent au Cap Corse. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Donc on rentre vraiment dans une nouvelle ère et il va falloir essayer de s'adapter et trouver des solutions pour minimiser un petit peu les impacts. Ce phénomène sur l'écosystème des rivières, on vous voyait dans le reportage faire des prélèvements, là aussi une grosse inquiétude qui se confirme chaque année. Très grosse. On s'aperçoit aujourd'hui, pour prendre la truite qui est un animal emblématique, la truite corse, la truite macrosigma, on voit qu'aujourd'hui elle quitte le milieu des cours d'eau pour remonter dans ce qu'on appelle les têtes de bassin, hein, le cours supérieur des rivières, parce que là-haut la température elle a un peu moins augmenté, un peu moins, sachant qu'aujourd'hui on a dans le Batavignano 33 degrés. Moi, il y a 30 ans, je connaissais 27, 28 degrés. Aujourd'hui, c'est dans la source qui fait 27 degrés. Mais dans le Batavignal, il fait 33 degrés. C'est-à-dire, vous avez compris qu'une eau qui après va avoir sa qualité, et y compris sa qualité bactériologique, qui va changer. Problème de bactériologique. Moi, j'annonce déjà qu'on va avoir des dysenteries amibiennes comme on a en Afrique. Parce qu'on va avoir des amibes. Alors on a vu la responsable de Météo France dire aussi qu'on aura des températures très fortes en haute montagne. Le manteau des jeux diminue déjà dans la durée, hein, de 40 à 60% dans sa durée chaque année. Est-ce que ça aura là aussi des conséquences à prévoir et déjà visibles ? C'est clair, c'est la raréfaction, la diminution de ce manteau neigeux qui fait que la période de basse eau estivale, l'étiage estival est plus long. C'est ça, c'est que c'était la fonte des neiges. Quand la neige fondait au mois de mars et avril, ça maintenait un niveau. Aujourd'hui, on l'a plus. Et c'est la période estivale où on a le plus besoin d'eau. L'agriculture a besoin d'eau. Le tourisme a besoin d'eau. Vous, Monsieur Luciani, vous avez une inquiétude par rapport aux sources des villages. Est-ce que vous vous intéressez aussi avec vos techniciens ? Disons que aujourd'hui, je dépasse le cadre strictement de l'office hydraulique pour m'intéresser à l'eau des villages, là où nous n'avons pas de réseau. Nous, essentiellement, nous étions, de par la loi, irriguant de l'agriculture corse. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on dépasse tout ça et on s'intéresse justement parce qu'il y a un changement climatique qui alerte l'ensemble des communautés de communes du centre corse ou de l'ouest de la Corse, qui est très touché par les pénuries. Et donc aujourd'hui, on est en train d'aller au-delà de ce que nous faisions pour justement, mais c'est dans le cadre d'un projet. Hein. C'est le fameux projet qu'on va dévoiler d'ici peu, Aquanos 2050, parce qu'il faut aujourd'hui avoir non pas un rattrapage historique, mais une anticipation historique sur la question de l'alimentation en eau potable et sur l'alimentation aussi tout azimut, l'eau brute pour le monde agricole. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il se pose pour nous, en tant que décideurs politiques, la question du développement. Antoine aussi évoquait le tourisme. Nous avons 35 millions de nuitées aujourd'hui en Corse, avec 1 million de touristes concentrés sur une zone vulnérable qui est le sud-est, 700 000 touristes concentrés sur la zone vulnérable qui est la Balagne. Il y a en Corse, je le répète, 4 zones très vulnérables, dont le Cap Corse que vous avez évoqué, et le Grand Bastia aussi, sachant aussi qu'à l'horizon 2050, nous aurons à peu près 50% de population supplémentaire, on va dépasser largement les 400 000 habitants avec des agglomérations de Bastille et Ajaccio à plus de 120 000. C'est-à-dire que l'alimentation d'eau potable et le développement agricole et touristique sont liés. Donc la problématique aujourd'hui dépasse le cadre de l'office d'équipement hydraulique. Malgré ça, Xavier Luciani, vous nous confirmez que les barrages sont remplis à 98%, c'est-à-dire c'est mieux que l'an dernier à la même époque. Les barrages sont, encore une fois, je vais faire un peu l'avocat du diable. C'est pas parce que les barrages sont pleins qu'il faut absolument penser qu'il faut dépenser en quelque chose de capital. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut réformer, voire révolutionner le geste, le regard à l'eau. On si mobium un peu bon et gandoghi, l'acqua corria et si sperdia et si vrazzava. Aujourd'hui, je crois que c'est important de dire à la population, et on l'entend ici ou là, les scientifiques nous rejoignent, je pense, et je rejoins les scientifiques, sur le fait qu'aujourd'hui nous sommes à un tournant culturel et cultural dans ce pays, d'autant que ça s'aggrave pour le fait que nous sommes dans un confinement insulaire, où il faut une réflexion encore plus poussée, et là je crois qu'avec la Sardaigne, il y a aussi des pistes à creuser, parce que la Méditerranée aujourd'hui est impactée et l'insularité encore plus. Alors Gérard Perjean, sur les plus spécialisés sur le milieu marin, on a là aussi le phénomène de montée des eaux. C'est 20 cm au XXe siècle, 1,5 mm, c'est ça pour la Méditerranée. Donc sur cette montée des eaux et ses conséquences sur les écosystèmes, là aussi, il y a un phénomène qui concerne beaucoup la Corse, notamment l'érosion, qui est lié à ça.
Il y a plusieurs éléments. Déjà, au niveau des chiffres, c'est très difficile d'avoir des très longues séries, mais pour vous donner une idée, sur le marais grave d'Ajaccio, on a gagné 5 cm, si je peux dire, en l'espace de 10 ans. Donc si on suit ces progressions, c'est quelque chose qui va être fabuleux à la fin du siècle, parce que c'est quand même plus un phénomène qui s'accélère. Ça, c'est le premier problème. Quelles sont les conséquences de cette montée des eaux? Déjà, il y aura moins de lumière sur le fond, parce que s'il y a plus de colonnes d'eau, il y a moins de lumière, et tous les végétaux, toutes les plantes qui vivent en profondeur, elles vont être obligées de remonter, un petit peu comme les petits animaux d'Antoine qui remontent vers la source. Nous, on a nos plantes qui remontent vers le littoral. Premier problème. Deuxième problème, ça va favoriser l'érosion. Alors, ce n'est pas 5 cm de niveau de la mer qui va jouer un rôle, mais quand les événements extrêmes vont venir se surimposer à cette élévation du niveau de la mer, on va avoir des phénomènes qui peuvent être assez catastrophiques au niveau de l'érosion des plages. Et dans les PLU, le risque érosion n'est pas encore pris en compte de manière réelle. On voit par exemple sur le lido de la Marane, qui est le cas type où la montée de la mer pourrait le faire disparaître, on délivre encore des permis de construire. Tout à fait. Et je dirais que ça fait, avec le Ajaccio, ça fait partie des zones qui sont très vulnérables encore, sur lesquelles il faudrait porter une attention vraiment très très rapidement, parce qu'on va vers des catastrophes. Antoine Orsigne, sur les écosystèmes marins. Alors, sur les écosystèmes, je laisse mon ami Gérard Perjean en parler. Il en parle plus doctement que moi. Mais moi, je vais revenir à de l'eau douce. Aujourd'hui, on sait que je passe le contrôle du président Lugiani, on sait que sur les 40 millions de mètres cubes utilisés pour l'eau potable, 20 millions proviennent d'eau souterraine, c'est-à-dire de forage, globalement. Alors aujourd'hui, les forages qu'on a en plaine sont touchés par ce qu'on appelle les intrusions salines, c'est-à-dire il y a le niveau de la mer qui augmente, mais il y a surtout le niveau des rivières qui baisse, ce qui fait qu'il y a moins d'eau douce pour pousser le sel. Et on s'aperçoit dans des zones, Président, tu évoquais le Grand Bastia, hein, on dira le sud de Bastia, la Marane, c'est déjà un fait établi qu'il y a du sel. Il y a eu du sel cette année du côté de Calvi, pour l'eau potable, hein. Donc là, c'est lié à la montée des eaux. C'est lié un peu à la montée des eaux et surtout à un déficit de débit. Après, il y a quand même une troisième raison, c'est la surexploitation. On en revient à ce que disait le président. Il faut aussi parler d'économie d'eau. Il faut commencer par économiser de l'eau et que la population. Hein, vous l'avez vu, qui commencent à faire des efforts là-dessus. Vous les avez sensibilisés l'été dernier sur l'usage de l'eau. Alors, sur le monde agricole, deux mots. D'abord, nous avons réuni toutes les filières, une par une, bien sûr, et ensuite ensemble pour prochainement signer une charte d'utilisation de l'eau qui permette une complémentarité entre les filières. Pourquoi? Parce que l'amplitude de l'irrigation, c'est mars-novembre. Novembre étant, en gros, tout ce qui concerne l'agriculture. Donc, les agriculteurs qui sont en fin de cycle ont déjà équipé en grande partie de sondes capacitives leur terrain, de manière à justement avoir une utilisation raisonnée de cette eau. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une solidarité et surtout un modus vivendi qui permette aux uns et aux autres de se retrouver dans les spéculations diverses agricoles tout au long de l'année. C'est important de conscientiser le monde agricole avec justement ces réunions et les solidariser. Et surtout, j'ai eu un écho favorable aussi de l'ODARC qui a donc financé cette année à hauteur de 500 000 € d'autres sondes pour d'autres cultures que les agrumes. Ça, c'est un premier point. Sur l'affaire des forages, notamment donc en zone littorale, nous n'avons pas eu de problème, je le précise quand même, sur la zone de Calvi, ni même ailleurs, là où nous sommes implantés, parce que nous avons eu une surveillance très très poussée, parce qu'on savait très bien qu'il pouvait y avoir ce risque. Il y a une surconsommation avérée, Antoine a raison, notamment dans le sud de la Corse, où nous avons des surconsommations qui passent, par exemple, en hebdomadaire, de 180 000 m3 d'eau potable à 240 000 m3. C'est-à-dire qu'il y a eu une surfréquentation touristique et surtout, de notre point de vue, un petit laisser-aller, je suis prudent, de la part des collectivités. Donc notre but aujourd'hui, avec l'État aussi, sur le contrôle de l'eau. Sur la gestion de l'eau et sur la consommation. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'arroser les ronds-points en plein mois d'août. Il faut dire aux collectivités, vous avez une responsabilité importante sur vos ports, parce que sur les ports, c'est important. Et donc, de là aller jusqu'à informer le tourisme, donc dans les ports et aéroports, sur leurs billets de bateaux, d'avions, et leur dire, regardez, faites comme à Malte, faites comme en Sardaigne, économisez l'eau. L'eau est une ressource épuisable. Je crois que c'est important d'avoir une campagne de sensibilisation. Elle est en préparation d'ailleurs avec l'ensemble des services. Alors Solange parlait tout à l'heure de l'agriculture. Il y a d'autres conséquences, donc des conséquences économiques. On voit que les massifs sont fermés souvent à cause du grand vent, du risque de sécheresse, cette sécheresse intense dont on parlait tout à l'heure. Il y a des conséquences sanitaires avec des maladies qui nous arrivent d'Afrique équatoriale ou d'Afrique centrale.
On le voit notamment chez les animaux, pour les agriculteurs, la maladie de la langue bleue notamment, et chez les hommes. Et chez l'homme. Là, il faudra s'y attendre. Et là, il y a peut-être... moi, je m'adresse toujours aux médecins généralistes, parce que les médecins généralistes, du côté du CAV, qui ont dit, bon, on soignait les gens pour une cystite, alors que c'était quand même un parasite. Hein. Donc, il faudra s'attendre à l'impensable. Hein. Je vous dis, la bilharziose, une maladie d'Afrique équatoriale, qui est rare en Afrique du Nord. Donc, ça a sauté l'Afrique du Nord pour arriver en Corse. Donc, aujourd'hui, il faudra s'attendre à ce genre de maladie, y compris des dysenteries amibiennes qu'on a en Afrique et en Asie, hein, sur des problèmes de qualité d'eau. Donc, il y aura des maladies qui vont toucher, qui touchent déjà les animaux et les hommes. Alors on dit d'adaptation, mais si on est dans le scénario à plus 4 degrés, jusqu'où est-ce qu'on peut s'adapter dans un temps aussi court? Est-ce que les espèces, les écosystèmes notamment, peuvent s'adapter dans un temps aussi court? Je crois que c'est le principal problème. Ce n'est pas tellement l'amplitude de l'augmentation de température, c'est plutôt la vitesse à laquelle elle se produit. Entre deux périodes glaciaires, on a eu ces amplitudes au cours du temps. Mais ça s'est fait sur 10 000 ans, sur 15 000 ans. Nous, ça se fait en un siècle et demi. Et c'est là qu'on a des gros problèmes. Les espèces, alors il commence à y avoir des migrations d'espèces. En Corse, on a, par exemple, au cours des 20 dernières années, on a relevé une 50aine de nouvelles espèces en milieu marin qui sont arrivées. Parce que jusqu'à présent, elles étaient dans le sud de la Méditerranée. C'est énorme, dans le sud de la Méditerranée. Elles étaient dans le bassin oriental, où il faisait chaud. Mais avec le réchauffement, elles commencent à se déplacer, elles arrivent. Alors l'Office de l'environnement a mis en place tout un réseau qu'on appelle le réseau Alien, si on peut dire, pour suivre ces espèces. Il y a 20 espèces qui sont suivies, parce qu'elles peuvent avoir des conséquences dramatiques au niveau économique. Remplacement d'espèces qui sont pêchées, problème je dirais, par rapport au tourisme, des méduses, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre. Et il y en a qui disparaissent aussi en haute montagne, et notamment des espèces endémiques, puisqu'on trouve 50% d'espèces endémiques à certains niveaux d'altitude. Même 60% en altitude. Et ces espèces-là, ce sont souvent des espèces d'eau fraîche, mais qui ne retrouvent plus. Je vous dis, le chiffre de 27 degrés, 27,7 degrés dans la source du Tavignano à quasiment 1800 mètres d'altitude, si je n'avais pas récupéré la sonde, je ne l'aurais pas cru. J'ai dit non, vous vous trompez, c'est pas possible. Alors, on a commencé déjà à évoquer les solutions, notamment mises en œuvre dans l'agriculture. Un chiffre sur ce que reçoit la Corse tous les ans en termes d'eau. Alors on dit que c'est un territoire qui est plutôt béni des dieux à ce niveau-là. 8 milliards de mètres cubes d'eau tombent sur la Corse. La moitié s'évapore, sous contrôle des scientifiques. La moitié s'évapore et il y a de l'infiltration aussi. Hein. Il faut se dire... Alors pourquoi c'est une île bénie par rapport à l'île sœur qu'est la Sardaigne? Parce que nous, on a 120 sommets à plus de 2000 mètres. Donc on a une grande barrière qui arrête les nuages. Les nuages sont accrochés par cette grande barrière. En Sardaigne, ils n'ont pas ça. En Sicile, certes, ils ont l'Etna à 3200 mètres, mais il pleut qu'autour de l'Etna. Alors, on voit aussi ce qui est capté à la fois par les services de l'Office hydraulique pour l'eau brute, l'eau potable, et aussi par EDF. Donc, sur l'ensemble du territoire, on capte environ 2% de cette masse. C'est le chiffre qui est avancé. Si on parle des barrages, les barrages, c'est exactement 107 millions de mètres cubes, 45 millions de mètres cubes office d'équipement hydraulique, et 62 pour un EDF. peu plus de 60 millions par EDF. Mais je précise quand même que sur les barrages d'EDF, nous avons, nous, office, des droits d'eau. C'est-à-dire que nous achetons, par exemple, sur le barrage de Nioul, 15 millions, dont 2 millions viennent sur Bastia pour compenser le déficit, je veux dire, des nappes du Grand Bastia. Donc on vend de l'eau du Nioul, en quelque sorte, de Groll à la CAB. Ça veut dire qu'en gros, on est en train de compenser un certain nombre de dysfonctionnements par les stocks. Donc, il y a encore des grands barrages en projet, le Liamone, la Balagne, le Tar. Est-ce qu'on est toujours sur cette philosophie des grands barrages? On verra avec les scientifiques parlent souvent de retenues collinaires moins impactantes. Est-ce que vous êtes toujours sur cette philosophie? Est-ce que c'est la bonne solution? Donc la philosophie, encore une fois, ne se décline pas de manière manichéenne avec les grands barrages. Il y a aussi des solutions alternatives, notamment des recherches de captage, de forage. Là, je parle encore une fois sous la responsabilité des ingénieurs de l'Office qui disent qu'il y a un certain nombre de prospections à faire en terre corse, notamment en termes de nappes à trouver ou en tous les cas à exploiter, notamment dans le Cap, qui est une zone qui en regorge. Il y a bien entendu, avec l'agriculture, des solutions de barrages de moindre importance, de retenues collinaires. Et puis après, il y a les grands barrages qui ont été votés par la Semaine de Corse, par le PADUC, les 4 grands barrages en perspective, que sont le CAO
dans le sud-est, le Liamone dans l'est, le Tare donc en sud-ouest et la retenue de Samboug en Balagne. Avec un problème de financement, puisqu'il y a 30 millions au PEI, il va falloir trouver le reste. Alors, le PEI finance les études. Et il est évident que j'ai souligné depuis très longtemps à l'État qu'il y avait une insuffisance de crédit, en tout cas dans le plan actuel, pour continuer cette grande œuvre, je dirais, d'aménagement hydraulique de l'île. Nous avons engagé là 30 millions, parce qu'au-delà des barrages, je veux dire une chose, il y a possibilité pour la Corse d'en financer une partie. C'est clair. Par contre, il va falloir qu'il y ait un plan d'accompagnement, un post-PUI qui nous permette d'aller vers 2050, alors par phasage. Mais une chose quand même importante à dire, c'est qu'au-delà des barrages, qui sont une des solutions de sécurisation de la ressource, il y a quand même pour nous une amélioration à avoir sur tous les systèmes hydrauliques de rendement, qu'ils soient donc d'eau potable ou d'eau agricole. Il y a un problème aussi de transfert. Nous sommes aujourd'hui sur la problématique des transferts entre les zones. Antoine dit souvent, il pleut beaucoup, mais il pleut mal. Il y a des zones, il pleut beaucoup. Le temps et l'espace ne sont pas encore en relation. Donc, vous voulez créer une route de l'eau, notamment Moi, je parle de route de l'eau entre le nord et le sud, parce que le GOL est aujourd'hui le grand pourvoyeur pour nous. Nous avons besoin d'une solidarité, en quelque sorte, régionale entre le nord et le sud. Alors, avec une accélération. Antoine Orsini, les grands barrages plutôt que les retenues collinaires, les deux, ou alors il faut arrêter les grands barrages? Voilà, il y a plusieurs solutions. Là, je m'inscris dans ce que vient de dire le président. Un petit bémol concernant les grands barrages. Alors, il y a grand et très grand. Parce que souvent, on a tendance à vouloir comparer le stockage de 1,8 milliard de mètres cubes en Sardaigne. Sauf que les barrages sont pleins à 40%. Donc le très grand. Alors moi, dans ces grands ou très grands barrages, le bémol, c'est quoi? Ça va prendre du temps. Les études, si c'est comme le Risanès, il est sorti au bout de 30 ans, et puis c'est pas un grand barrage. 2, il y a un impact écologique. Barrer une grande rivière, il y a un impact écologique. 3, ça coûte de l'argent. Demain, si l'État, dans sa grande générosité, donnait 600 millions d'euros, d'accord. Alors après, le problème, c'est qu'il y a un message qu'il faut faire passer aux gens. Si demain on dit ne vous inquiétez pas, on va vous faire des grands barrages dans 20 ans, bon, les agriculteurs, ils ne marchent pas, mais les gens pourraient dire, bon, on a trouvé la solution, on va stocker de l'eau. Le problème, il faudra les remplir, les barrages. Donc, le président a raison, il y a d'autres mesures qui peuvent être prises plus rapidement. C'est par exemple rechercher, en tout cas dans la Haute-Corse, je dirais dans la Corse alpine, la Corse schisteuse, il y a des nappes. Il y a des nappes. Et après, moi, je suis pour des stockages, ce qu'on appelle des retenues collinaires, c'est-à-dire on dérive un cours d'eau, on ne fait pas un barrage dans le cours d'eau, on dérive et on stocke dans des endroits. L'Office sait très bien le faire. Et moi, je crois aux bâches souples, je ne sais pas comment on va les appeler, Président. Comme on a vu dans le Cap Corse. Comme on l'a vu dans le Cap Corse. C'est une œuvre de l'Office d'équipement hydraulique, comme elle existe aussi à Cargèse. Je précise quand même, par rapport aux barrages, d'une part, les grands barrages, il y a aussi la question de l'énergie qui est importante. On ne peut pas faire un barrage demain pour de l'eau, on doit faire un barrage qui soit mixte, en quelque sorte, avec diverses utilisations. D'une part, les retenues collinaires, bien entendu, nous sommes dessus, mais ce qui est important aussi, c'est ce que vous soulignez dans le reportage, c'est à un moment donné la prise de conscience. Aujourd'hui, l'exception, 1 an sur 2, l'exception devient la normalité. On est aujourd'hui dans une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un virage historique, un tournant historique comportemental, s'il n'y a pas aujourd'hui, je dirais, ce qui se passe d'ailleurs, je renvoie quand même à Nelson Mandela, souvent, l'acqua democrazia. Aujourd'hui, si on ne se bat pas en Méditerranée pour avoir une justice climatique, avec donc une justice hydraulique, on aura forcément demain l'eau des riches et l'eau des pauvres. Et c'est important de le dire. Donc, important de dire aussi aux gens, ce qui arrive aujourd'hui était prévisible, mais ce qui va arriver demain, aujourd'hui, je pense que le Corse ne l'a pas encore pris conscience. Alors justement, la prise de conscience, Gérard Perjean, est-ce que c'est là la clé? Ça sera le changement de mentalité, le changement de l'usage, couper l'eau lorsqu'on se savonne. On a vu ces campagnes déjà citoyennes. C'est là la clé, sinon ça ne marchera pas selon vous? Je pense qu'on arrive à un tournant. On parlait tout à l'heure des climato-sceptiques. Pendant très longtemps, les décideurs nous disaient oui, mais certains disent qu'il y a un problème, d'autres disent qu'il n'y en a pas. Maintenant, on s'accorde sur le fait qu'il y a vraiment un problème. On travaille d'ailleurs à l'université avec l'Agence française pour la biodiversité, avec l'Union internationale de la conservation, pour présenter aux décideurs un document sur lequel on va donner l'état des lieux et ce qui risque d'arriver dans les prochaines années pour les aider un petit peu à éclairer leurs décisions sur ce qu'il faut faire. Et je pense que de ce côté-là, on a fait un grand pas. Les décideurs sont sensibilisés, le grand public commence à être sensibilisé et je pense que c'est déjà là pour la première pierre.
de l'édifice, si on peut dire. Après, il y aura d'autres actions, on aura l'occasion d'en parler, parce que c'est pas, je dirais, globalement, quelle est la problématique principale? Antoine en parlait tout à l'heure, il y a trop de gaz à effet de serre. Et donc, on a un réchauffement et on a une modification du climat. Il y a deux solutions. On arrête d'émettre ces gaz, c'est très long, c'est très difficile. On a parlé du problème justement des États-Unis, etc. Parce qu'au niveau économique, ça va impacter l'économie. Et l'autre stratégie qui a été défendue notamment dans le cadre de la COP21, c'est de protéger et de développer, je dirais, ce qu'on appelle des puits de gaz à effet de serre. C'est-à-dire c'est des véritables éponges qui sont capables de piéger ce gaz à effet de serre et empêcher qu'il reparte dans l'atmosphère. On va parler d'un atout qu'à la Corse, on finira là-dessus, sera une note positive. Mais avant ça, je voulais vous entendre sur cette usine à dessalement. Ouais. L'usine dessalement, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Parce que ça a des conséquences négatives, même si maintenant ça a évolué. Hein, elles ont un petit peu évolué, on en utilise notamment au Maghreb. Oui. Alors, c'est dans certains pays, je pense, effectivement, la solution du dernier recours, parce que, bon, vous prenez Malte, on ne va pas avoir des barrages possibles, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, il faut avoir de l'eau pour la population et les usines sont une solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est effectivement pas sans danger, parce que le sel qui est sorti, je dirais, de l'eau de mer, va retourner à l'eau de mer dans une concentration beaucoup plus élevée, ce qu'on appelle les saumures. Et cette arrivée, même si elle est diluée, même s'il y a un certain nombre de précautions qui sont prises, peut avoir des conséquences dramatiques sur des écosystèmes. Et notamment, tout à l'heure, je vous parlais des éponges à gaz carbonique. Les herbiers de Posidonie, par exemple, sont détruits dans les zones de rejet de ces usines donc de dessalement. Antoine Orsigne, un atout pour la Corse, on le disait, les herbiers de Posidonie, aussi les pots de cygne, vous avez travaillé là-dessus. Est-ce que ça veut dire que le bilan carbone de la Corse pourrait être positif? Alors, ou en tout cas, on pourrait être en bonne voie. La bonne nouvelle, on pourrait être une région méditerranéenne, on ne peut pas dire française, à carbone positif. Parce qu'avec Gérard et nos équipes de chercheurs, on travaille à la fois sur le stockage du carbone dans l'herbier de Posidonie, mais aussi dans les podzines d'altitude. Voilà. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a quand même 150 hectares de podzines. Hein. Tant qu'on n'avait pas mesuré, hein, cartographié, on pensait que c'était 3 ou 4 petites tâches. Expliquez-nous clairement qu'est-ce que ça amène de positif pour Alors, le positif, c'est que dans les podzines, et comme dans l'herbier, mais Gérard en parlera mieux que moi de son herbier, mais en tout cas dans les podzines, on a du carbone qui est stocké. On a du carbone qui est stocké comme ce carbone est stocké, par exemple, dans les forêts. Bon, la seule différence, c'est que là, on ne coupe pas et on ne brûle pas, puisque la podzine... Voilà. Donc là aussi, on a ces puits de carbone qui sont intéressants et qui sont... La COP21 a mis en avant cette problématique-là. C'est de dire, on va limiter les faits, mais on va augmenter le stockage pour essayer de limiter. Alors après, moi je ne crois pas... Suffisant Alors non, le suffisant, mais la question je la comprends à moitié. C'est-à-dire suffisant sûrement pas, mais oui, on aura les résultats dans 100 ans ou 200 ans. Alors vous allez me dire, mais on ne sera pas là. Mais moi, je veux anticiper, même sur 100 ans. Et l'un des plus vastes de Méditerranée autour de la Corse. Hein. Oui, on a 50 000 hectares, c'est pratiquement 60% des fonds entre 0 et 40 mètres de profondeur qui sont couverts par cette pelouse uniforme, je dirais. C'est assez unique en Méditerranée. Où c'était très important, c'est que c'est à la fois quelque chose de positif, parce qu'effectivement, ça va piéger ce carbone. C'est quand même 4 à 10 fois plus important que ce que peut faire une forêt terrestre. Donc, il faut le prendre en considération. Entre les podzines et les herbiers de Posidonie, on a 30% des émissions de gaz carbonique de la Corse qui sont piégées. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, par contre, c'est qu'il faut absolument les protéger. Parce que si elles sont détruites, alors en mer, ça sera le chalutage, ça sera l'ancrage, en milieu terrestre, ça sera le piétinement, etc. Si elles sont détruites, vous allez avoir un relargage, si je peux dire, de ce carbone dans l'atmosphère. Et ça va amplifier les effets de gaz à effet de serre. Xavier Luciani, vous êtes le politique sur ce plateau. Donc, est-ce qu'il faut accompagner, on voyait cet agriculteur qui abandonnait le kiwi trop consommateur, est-ce qu'il faut accompagner cette logique? On sait que l'INRA de San Giuliano travaille beaucoup sur ça aussi. Est-ce que c'est le rôle du politique d'accompagner cette logique et de changer? On parle de culture sèche, beaucoup moins consommatrice d'eau en tout cas. C'est un grand débat qui a été soulevé donc, lors des conseils d'administration et de l'Office d'équipement hydraulique et de l'ODARC. Là, il y a donc un travail en transversal qui s'opère aujourd'hui entre les 3 offices. J'intègre l'Office de l'environnement, parce qu'on est véritablement vers une évolution culturelle de l'agriculture corse, certainement. Ceci dit, je crois que ce qui est important de dire aussi par rapport à l'évolution, c'est qu'on doit préparer. Moi, je le dis parce qu'il faut le dire avant de finir l'émission, il faut préparer les Corses à un choc. Ce document l'est déjà, mais à un choc culturel. Et la sensibilisation, j'insiste beaucoup, ça va être le leitmotiv de l'été, la sensibilisation en direction de toutes les populations et des collectivités me semble
semble aujourd'hui essentiel. Est-ce que selon vous, il faut des moyens coercitifs pour accompagner ce changement? Écoutez, l'an dernier, il y a eu des arrêtés préfectoraux, notamment, mais qui ne visaient exclusivement qu'une partie des utilisateurs, qui étaient le monde agricole. Je crois qu'aujourd'hui, il faut insister sur la consommation d'eau potable, sur donc, les collectivités qui ont besoin de faire un travail sur elles-mêmes. Je parle notamment pour les collectivités du Sud, qui sont dans des zones très vulnérables. Créer un seuil d'accueil touristique, notamment, on l'a vu dans certains rapports préconisés. Écoutez, aujourd'hui, il y a à peu près 3,5 millions de touristes en Corse. Il y a 35 millions de nuitées. À un moment donné, moi je dis simplement à l'État, quand vous délivrez, quand les collectivités délivrent des permis de construire, qu'il y ait en face un regard sur la ressource en eau. On ne peut pas nous demander de fournir de l'eau sans que nous ayons en face l'anticipation démographique. À l'issue de cette émission, en conclusion, Antoine Orsini. On a utilisé, et le président du comité de bassin, Saverio Lugiani, me l'a entendu dire, la notion d'hydro-éco-conditionnalité des aides. Aujourd'hui, c'est de dire on va aider l'agriculteur ou on va aider une commune si il y a... Qui est vertueux là-dessus. Voilà, s'il est vertueux par rapport à la consommation d'eau. C'est la base. Il n'y aura pas de développement sans gestion durable de l'eau. Gérard Perjean, le mot de la fin, comment vous voyez l'évolution avec cette prise de conscience qui commence? C'est vrai que nous, on est dans le milieu marin, donc on est moins concernés parce qu'il y a un effet tampon, il y a un effet d'accumulation qui est plus lent, mais malheureusement, ça arrive chez nous aussi, si je peux dire, et ça va avoir des conséquences au niveau économique. Et il faut absolument qu'il y ait cette prise de conscience et qu'il y ait surtout des mesures. Alors les mesures, c'est effectivement des petits gestes. On n'arrivera pas à l'échelle de la Corse à réduire le changement climatique de la planète. Mais il faut contribuer par une réduction d'un certain nombre de combat mondial et international donc qui s'amorce. Messieurs, merci pour ce débat, merci d'avoir été avec nous ce soir, merci Solange pour ce reportage. Buonasera a tutti, in questa bulterà un mese che bene, intanto pensate a risparmiare l'acqua e fa un gesto per la pianeta. Buonasera a tutti. you.